Le dernier maximum glaciaire à partir d'illustrations de l'âge de glace. Nous allons ici nous concentrer sur le climat du DMJ qui a eu lieu pendant le Quaternaire ici et plus précisément à la fin du Pléistocène ici. L'histoire des climats de la Terre est d'autant plus difficile à reconstituer que l'on remonte dans le temps. Ainsi, le climat sur les 2 premiers milliards d'années reste hypothétique. Mais ce qui est remarquable par la suite, c'est que même si le climat a subi des variations, c'est-à-dire des écarts par rapport à un état moyen du système, notre planète a pu traverser plus de 4 milliards d'années en gardant à sa surface un cycle hydrologique, c'est-à-dire un cycle de l'eau, et des températures compatibles avec la vie. Les périodes climatiques que l'on connaît le mieux sont bien sûr les plus récentes, celles du Quaternaire. Ainsi, sur la période quaternaire qui commence il y a 2,6 millions d'années environ, on a connu plusieurs refroidissements majeurs entrecoupés de périodes interglaciaires plus chaudes. Si ces alternances se déroulent pendant tout le Quaternaire, la mieux connue est la dernière d'entre elles qui s'étend de 115 000 ans à 11 700 ans à la fin du Pléistocène. Le dernier maximum glaciaire, ou DMG, a été atteint il y a environ moins 25 000 à moins 18 000 ans. Le DMG est caractérisé par un maximum d'étendue des glaces et un minimum de niveau des mers, 120 mètres plus bas qu'actuellement. C'est sur le continent américain, lors du dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans environ, donc pendant le Paléolithique supérieur, que se déroule le film d'animation L'âge de glace, sorti en 2002. Le dernier maximum glaciaire, on l'a vu, appelé aussi DMG, se définit comme la période au cours de laquelle le froid a atteint son ampleur maximum au cours de la période glaciaire. À présent, nous allons voir à quoi ressemblait ce dernier maximum glaciaire en se basant notamment sur des images de l'âge de glace. Comme les précédentes glaciations quaternaires, la dernière glaciation est un refroidissement qui a concerné toute la planète. Les calottes de glace continentales recouvraient essentiellement le nord des continents dans l'hémisphère nord. Il y a 4 énormes calottes de glace, c'est-à-dire des glaciers de grande envergure, celles du Groenland et de l'Antarctique. Il y a également une énorme calotte, la Laurentide, qui recouvre le nord de l'Amérique et le Canada. Et enfin, la dernière calotte, la Fennoscandienne, qui recouvre l'Europe du Nord. En raison de la grande quantité d'eau retenue dans les glaces des calottes, le niveau des mers était bien plus bas, ce qui modifiait considérablement les contours des continents. Une partie importante des plateaux continentaux, qui sont actuellement sous le niveau de la mer, étaient au-dessus du niveau de la mer lors du DMG. Par exemple, la Manche n'existait pas, et nous pouvions aller à pied sec en Angleterre, ainsi que de l'Australie à la Nouvelle-Guinée. Toutes ces modifications du climat, bien sûr, entraînent de profondes modifications de la faune et de la flore. Parmi les nombreuses espèces animales disparues, on peut citer celle de l'âge de glace, représentative de la mégafaune du Pléistocène d'Amérique. Le Macrauchenia par exemple, un mammifère un peu plus grand qu'un cheval, probablement avec une courte trompe, même s'il est difficile de l'affirmer avec certitude. Le Glyptodon, un genre de tatou géant possédant une épaisse carapace et pesant jusqu'à 1400 kg, avec une longueur de plus de 3 mètres. Dans l'âge de glace, il apparaît bien plus petit que ce qu'il devait être en réalité. Ensuite, nous avons le mammouth laineux, Mani, dans l'âge de glace, un mammifère dont le plus proche parent actuel est l'éléphant d'Asie. Il était bien adapté au froid de par son épaisse couche de graisse et sa fourrure. Ensuite, Sid, que nous voyons ici, un paresseux terrestre. Dans le film, il apparaît plutôt petit, mais certains, comme le Mégatherium, mesuraient 6 mètres de long, de la tête jusqu'au bout de la queue. Diego, un smilodon appelé couramment tigre aux dents de sabre, bien que ce soit pas un tigre et qu'il soit plus robuste que n'importe quel félin existant, avec des canines supérieures exceptionnellement longues. Et une autre espèce, bien sûr, Homo sapiens. C'est l'époque du Paléolithique supérieur, donc l'homme de Néandertal cohabitait avec Homo sapiens. La plus grande partie de la Terre est couverte de glace, et le biome le plus caractéristique est la steppe toundra, c'est-à-dire des vastes étendues d'herbe avec très peu d'arbres. On rappelle que les températures étaient plus froides, de 3 à 6 degrés en moyenne par rapport à l'époque actuelle, et les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère étaient plus faibles. C'est une période durant laquelle les humains sont des chasseurs-cueilleurs.
Les humains du Paléolithique sont la plupart du temps nomades, se déplacent en fonction des saisons et des ressources alimentaires disponibles, qu'elles soient végétales ou animales. Le mammouth laineux était contemporain des premiers hommes qui les chassaient pour se nourrir, mais également pour faire des outils et des objets de décoration avec les os et les défenses. Les hommes de cette période se perfectionnent dans l'art pariétal sur les parois des grottes et rupestre sur les rochers. Lorsqu'elles représentent des animaux, les peintures rupestres permettent de reconstituer la faune aux environs de la grotte. Sachant que chaque espèce évolue dans un environnement précis, avec un climat spécifique, il est alors possible de reconstituer le climat d'une période donnée. Sur les murs des grottes se côtoient divers animaux comme des mammouths ou des smilodons dans l'âge de glace, qui témoignent d'un climat froid. Maintenant que nous avons présenté le climat de cette période avec la température, l'étendue des glaces, le niveau de la mer, la faune et la flore présentes, on peut se demander comment les scientifiques sont parvenus à reconstituer tout ça. Quels sont les indices auxquels ils avaient accès? Nous pouvons déjà noter que sur les 539 derniers millions d'années, la qualité et la quantité des indices climatiques diminuent lorsqu'on remonte dans le temps, du fait de leur mauvaise conservation, voire même de leur absence. Ainsi, l'incertitude dans la reconstitution du signal climatique augmente. Mais par contre, au Quaternaire, les indices sont très nombreux. Ils s'appuient sur des supports biologiques, géologiques et physico-chimiques que nous allons voir maintenant. Premier indice, les carottes de glace. Prélevées en Antarctique ou au Groenland, en effectuant des forages profonds dans de la glace sur plusieurs kilomètres, on peut récupérer des informations sur 800 000 ans grâce à la glace elle-même, pour connaître la température de surface grâce à des analyses chimiques et grâce à l'air emprisonné lorsque la glace s'est formée, pour connaître la composition de l'atmosphère de l'époque. Ensuite, deuxième indice, les carottes sédimentaires marines ou lacustres. Ces sédiments contiennent des fossiles de micro-organismes marins, comme par exemple les foraminifères que nous voyons ici, qui construisent leurs enveloppes minérales avec le carbonate de calcium, CaCO3. En étudiant l'oxygène présent dans ces enveloppes minérales, on peut reconstituer le niveau marin, le volume des glaces et finalement la température au moment où ces micro-organismes vivaient. Troisième indice, les pollens fossiles. Nous en voyons ici. Enfouis dans les sédiments, ils témoignent des végétations passées et sont représentatifs des conditions climatiques. La palynologie, l'étude des pollens, et la paléopalynologie, l'étude des pollens anciens, permettent de déterminer l'environnement d'une époque donnée. On peut remonter à plusieurs centaines de milliers d'années ainsi. À la place des forêts boréales de l'Holocène, la période interglaciaire, on trouvait, lors du dernier maximum glaciaire, des steppes, témoins d'un climat froid. Quatrième indice, les traces d'extension d'anciens glaciers. En se déplaçant, les blocs de roche contenus dans la glace rayent la surface du soubassement rocheux. Ces stries indiquent l'écoulement du glacier. Et des amas de blocs et de débris rocheux sont entraînés par le mouvement de glissement d'un glacier et peuvent également nous donner des indices sur l'extension de ces anciens glaciers. Ensuite, autre indice, les fossiles de la flore et de la faune de l'époque. La présence de fossiles de faciès, c'est-à-dire d'espèces adaptées à un environnement et un climat précis, dans les roches, est indicatrice des conditions climatiques précises de l'époque. Par exemple, la présence de ce mammouth indique un climat froid. La présence de coraux de faible profondeur indiquerait un climat tropical. Enfin, dernier indice, les peintures rupestres et pariétales. Lorsqu'elles représentent des animaux, nous l'avons vu, les peintures permettent de reconstituer la faune aux environs de la grotte. Et comme chaque espèce évolue dans un environnement précis, avec un climat précis, il est possible de reconstituer le climat d'une époque donnée. Ainsi, nous avons pu décrire le climat du dernier maximum glaciaire. Nous avons listé quelques indices nous permettant de comprendre comment les scientifiques sont parvenus à reconstituer ce climat du passé. Il nous resterait maintenant à identifier les forçages, c'est-à-dire les facteurs ayant une action sur le climat et permettant de comprendre son évolution. Mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie pour votre attention.